de troubles et d'instabilité. L'arrivée des Européens, avec en premier lieu les Portugais, marque le début de l'esclavagisme et d'une importante traite négrière. Privé d'une partie de sa population, le royaume s'affaiblit. Le roi Makoko est contraint de signer un traité de protectorat avec Savorgnan de Brazza, explorateur au service de la France. 4 ans plus tard, en 1885, à la conférence de Berlin, la mainmise française sur le territoire est confirmée. Commence alors une longue période de colonisation. L'organisation administrative du Congo français se met en place progressivement au début du XXe siècle. C'est à un commissaire général qu'est confié le gouvernement de ce qui deviendra en 1910 l'Afrique équatoriale française, l'AEF. L'exploitation de la majorité des terres est confiée à différentes compagnies concessionnaires. Rapidement, les dirigeants de ces sociétés commettent des abus. Ils cherchent à tirer le maximum de profit des ressources naturelles du pays. Le caoutchouc et l'ivoire font l'objet de nombreuses convoitises. Mais face aux abus des colons, les populations locales remettent en cause le régime de l'indigénat, de la colonisation. Ici et là, des signes d'exaspération apparaissent. Dans les villages, on se réunit, on en discute. C'est surtout entre les deux guerres que la France se préoccupe du sort de sa colonie. La métropole s'attache alors à promouvoir la santé et l'éducation sur le modèle français, en envoyant sur place du personnel qualifié, enseignants, médecins, infirmières. C'est aussi l'époque de la construction de nouvelles routes. Celles-ci facilitent l'écoulement de la production de la brousse. Puis les colons entreprennent la construction du chemin de fer Congo-Océan. Le but, faciliter le transport des ressources naturelles du nord au sud, de Brazzaville à Pointe-Noire. Il faut 13 ans pour construire cette œuvre. Des travaux pénibles, puisque c'est au prix de milliers de vies, celles entre autres d'Africains déportés, que s'achève la construction. Désormais, il ne faut plus 40 jours, mais 40 heures pour relier le nord au sud. Depuis l'actuelle Centrafrique jusqu'à l'actuelle ville de Brazzaville, le fleuve Congo était navigable. Mais à partir de Brazzaville, le fleuve n'est plus navigable. Mais à un moment donné, il a fallu faire un chemin de fer. De Brazzaville, donc, jusqu'à Pointe-Noire. D'où le nom d'ailleurs, Congo-Océan. Congo étant le fleuve, non pas le pays, le fleuve Congo jusqu'à l'océan Atlantique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait venir des gens du Cameroun et même du Tchad. Imaginez des Tchadiens du nord du Tchad. Seuls les Toubous ont échappé parce qu'ils sont nomades. Mais des Tchadiens, non seulement des gens de la savane, mais également des gens du désert, qu'on a fait venir en pleine forêt vierge pour le faire travailler sur le chemin de fer. Mais ils sont morts de quoi? De dépression nerveuse, de pneumonie, de tuberculose, de lèpre, de paludisme, de dysenterie. Ils sont morts également parce qu'ils ont dû affronter des bêtes qu'ils ne connaissaient pas chez eux, des serpents qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont affronté surtout également un climat qu'ils ne connaissaient pas. Imaginez un lapon venant en Méditerranée, c'est quelque chose quand même. Donc tout ça, ça a fait une sorte de, je ne dirais pas un massacre, mais une tragédie de l'histoire de la colonisation en Afrique. Engagé aux côtés de la France dans les deux grands conflits mondiaux, Brazzaville devient en 1940 la capitale de la France libre, ce qui contribue grandement à son développement. C'est dans cette même ville que se réunit en 1944, autour de Charles, la conférence de Brazzaville. Et où donc cette conférence devait-elle se réunir, sinon ici, à Brazzaville, qui fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur. Cette conférence marque le premier pas important dans l'émancipation des peuples d'Afrique, le premier pas vers l'indépendance. D'ailleurs, dès cette époque, la France adopte une série de réformes qui visent à conduire par étapes les territoires coloniaux à une autonomie totale. Lorsque Charles de Gaulle revient en 1958, l'indépendance est presque acquise. Cette année-là, le Congo devient une république autonome. 2 ans plus tard, le 15 août 1960, l'abbé Fulbert Youlou, chef du gouvernement, accompagné d'André Malraux, signe l'indépendance de son pays. Il devient alors le premier président de la jeune République congolaise. Désormais libéré du joug français,
le Congo de l'abbé Fulbert Yulu s'attache à mettre sur pied son gouvernement. Brazzaville est à présent la capitale d'un petit pays de tout juste 1 million d'habitants. L'État doit prendre en charge des fonctionnaires en trop grand nombre maintenant, et il cherche à attirer les capitaux occidentaux. Fulbert Yulu doit faire face à une situation sociale et économique qui tente à se dégrader. La décision du président d'imposer en août 1963 un système de parti unique met le feu au poudre. En 3 jours, le régime est renversé. La grève générale entraîne l'emprisonnement de plusieurs leaders syndicaux. Le mouvement tourne et les grévistes tentent de libérer leur chef. Les manifestants encerclent le palais présidentiel. L'abbé Fulbert Yulu. Le soir même est constitué un gouvernement provisoire dont la présidence est confiée à un instituteur. La révolution est victorieuse. C'est disparate. Il y a ceux qui se réclament du marxisme et les modérés autour. Les jeunes marxistes créent un parti, le MNR, Mouvement National, afin de partir, comme ils le prétendent, à la conquête des masses. Petit à petit, se met en place et rapidement Brazzaville entretient des relations diplomatiques avec les pays sociaux. La Chine, notamment, envoie ses hommes sur place. C'est marqué par une montée en puissance de l'armée. Entre les révolutionnaires et les militaires, le chef du gouvernement, Massimba Deba, n'arrive pas à affirmer son pouvoir. En 1968, Marienne Ngouabi le remplace à la présidence. Je m'engage, en me guidant le principe marxiste, à défendre les statuts et la Constitution, à consacrer toutes mes forces au triomphe des idéaux prolétariens du peuple congolais. L'arrivée de Marienne Ngouabi marque la naissance de la République populaire du Congo. Dès 1969, le Parti congolais du travail se crée et s'impose au peuple. Le nouveau gouvernement s'attache alors à propager l'idéologie marxiste-léniniste, une propagande réalisée tant par le biais de la radio que par les déplacements réguliers de l'équipe dirigeante. Ici, dans un village du Nord, on tente de fidéliser les nouveaux convertis. Chaque minute, quand vous travaillez, pensez à la révolution. Quand vous étudiez, pensez à la révolution. Même quand vous mangez, même quand vous buvez. Tout pour le peuple! Yeah! Tout pour le peuple! Yeah! Un pour mourir! Un pour mourir! L'assassinat de Ngouabi en 1977 porte Joachim Opango à la présidence. Avec lui, ce sont les militaires qui gardent le pouvoir. Opango, à la tête d'un pays dont la situation économique et financière est catastrophique, n'aura pas le temps d'améliorer les choses. Dès 1979, Denis Sassou Nguesso lui rafle la présidence. Pendant les 13 ans de son règne, le PCT, parti unique, s'impose fermement. Toute voix discordante est systématiquement étouffée. On recensera 3000 assassinats sous son mandat. L'euphorie économique du début des années 80, grâce à la découverte d'importantes ressources pétrolières, ne durera pas. Tandis que les difficultés économiques s'aggravent, les États occidentaux, notamment la France, se mettent à discuter leur soutien à Sassou Nguesso. En 1990, une grève générale déclenchée par la Confédération syndicale marque un coup d'arrêt dans la politique de Sassou Nguesso. Devant le mécontentement populaire, Nguesso est contraint d'instaurer le multipartisme et de convoquer dans ce but une conférence nationale. Le Congo pense ainsi s'ouvrir à la démocratie. Deux grands événements se sont produits dans le monde et ont eu une répercussion, jusque y compris dans nos pays. Le premier, ça a été la perestroïka. Le fait que le modèle de régime sur lesquels beaucoup de pays africains s'étaient alignés, quelle que soit leur option, parti unique, culte du chef de l'État, système de sécurité imité de ces pays-là, s'écrouler, cela a introduit le doute sur le modèle de gestion politique qui était proposé au peuple et également aux responsables eux-mêmes. La deuxième grande cause qu'on oublie, c'est l'évolution
en Afrique du Sud. Le jour où Nelson Mandela, libéré par celui qui incarnait avant l'apartheid de Klerk, est libéré et présenté au balcon de la télévision, affirme que malgré cela, il va continuer la lutte armée. Et on lui donne son passeport et il sort. Et tout cela avec la même diffusion dont bénéficie habituellement uniquement la Coupe du monde de football ou les Jeux olympiques, c'est-à-dire que cet événement a été vu par tous les Africains du monde. Et alors, il y avait quel genre d'Africains, voyez ça? C'est-à-dire notamment des jeunes. 60% de la population du Congo a moins de 20 ans, c'est-à-dire des gens nés après 1960, pour qui les thèmes de colonialisme, néocolonialisme, impérialisme ressortissaient surtout à la préhistoire. Le CT n'accepte pas les mesures de provocation, d'intimidation. Vous avez balayé totalement. Un gigantesque déballage. La conférence nationale devait se tenir 15 jours. Elle a duré plus de 3 mois. 1200 participants, plus de 67 partis politiques, 134 associations. Pour diriger les débats, un ecclésiastique, Monseigneur Kombo. Au programme, un projet de constitution, un calendrier électoral, une loi sur la presse, bref, l'accession à la démocratie. Nul n'est épargné, les anciens responsables sont dans la salle. Une psychothérapie nationale où les ministres doivent demander la parole, où d'anciens dignitaires pleurent, où les politiques sont sommés de s'expliquer. Alors je crois qu'il faut absolument cesser avec ces méthodes. Et tout ce qui se dit ici est archi faux. Principale cible, le président Sassou Nguesso, la police politique, l'armée qui, malgré les vives attaques dont elle fait l'objet, n'intervient pas. Nous pensions que nous ne devrions pas aller à la conférence en trichant, à la démocratie en trichant. Mais s'il y avait, disons, des tendances, des velléités de pouvoir profiter de la conférence pour s'emparer du pouvoir par la force, l'armée aurait réagi. Comment vous expliquez psychologiquement ou culturellement que l'armée congolaise ait décidé d'emblée de jouer le jeu, ce qui n'a pas été le cas au Mali ou dans d'autres pays africains? J'avoue qu'il faut qu'il y ait de la volonté, l'armée a des dirigeants, il faut qu'il y ait une volonté ferme de la part de ces dirigeants d'aller vers la démocratie. Et puis la démocratie en Afrique, vous savez, c'est à un moment donné, on l'a senti comme une nécessité. Et puis on n'avait pas le choix. Après ce qui était arrivé dans les pays de l'Est, il fallait bien aller vers cette démocratie. Mais y aller sincèrement, jouer le jeu comme on dit. Lorsqu'on veut vérifier si un cadre a détourné, monseigneur, le Congo vit tout entier au rythme de ses états généraux. Dès les premières heures, la journée continue a été instaurée pour que les Congolais puissent suivre en direct leur histoire. À chaque coin de rue, on entend crépiter les radios, tandis que des haut-parleurs diffusent en permanence dans toute la ville les débats. À 3 jours de sa clôture, la conférence nationale s'apprête à nommer un Premier ministre. Il sera chargé d'assurer la transition démocratique et le bon déroulement des futures élections. Après 4 tours de scrutin, le nom du Premier ministre est connu. Il s'agit d'André Milongo, ancien administrateur de la Banque mondiale. Il ne devance que de quelques voix le professeur Pascal Lissouba, le futur président du Congo. Le général Sassou Nguesso s'incline. Il reste le président du Congo, mais perd d'un seul coup tous ses pouvoirs. Devant la conférence nationale réunie, il est contraint d'échanger le drapeau marxiste contre les couleurs vertes, jaunes et rouges de l'indépendance. Vous échangez le drapeau marxiste contre le drapeau qui était le drapeau de l'indépendance. À ce moment-là, quel est votre état d'esprit? Bon, drapeau marxiste, c'est vous qui le dites. Alors je vais reprendre ma question. C'était le drapeau de la République à un moment de l'histoire de ce pays. Et les changements voulus par le peuple ont engagé le pays dans cette direction et il était normal que la volonté
ceux qui étaient censés représenter le peuple soient respectés. Oh, il ne peut pas manquer une pointe d'émotion à un moment comme cela, mais nous étions assez sereins. Je crois que vous avez vu les images de la cérémonie si vous n'étiez pas témoin. Mais elle devait se dérouler avec dignité, je crois qu'elle le méritait. Après 105 jours d'intenses débats, la conférence se conclut. Le président Sassou s'engage à apporter son soutien au Premier ministre qui dirigera le pays pendant 12 mois sous le contrôle d'un Conseil supérieur de la République. Il se prête même à la cérémonie du lavement des mains en signe de pardon avant d'embrasser celui qu'il avait renversé en 1979 et laissé sans jugement en détention pendant près de 11 ans. Les gens se déchaînaient aussi, il fallait voir, surtout la jeunesse. Ils s'attaquaient aux personnes d'un certain âge, surtout une catégorie de personnes, ceux qui se disaient marxistes surtout en général. Il y avait ce qu'on appelait les scuds. Oui, mais les scuds... C'était quoi les scuds? Les scuds, c'est chaque fois que, par exemple, vous attaquez un ministre, vous attaquez le président de la République sur le plan financier. Le scud, c'est en fait les choses qui ne se disaient pas, mais qui se disaient pour la première fois. Ce qui fait que les gens étaient tous accrochés à la radio. Tout le monde regardait, suivait et tout. Ça faisait vraiment partie intégrante de la vie courante de tous les jours. Et des commentaires selon que l'un ou l'autre avait donné des scuds ou pas des scuds. Donc c'était vraiment... c'était un petit peu comme si c'était un film permanent que chacun essayait de vivre. C'est maintenant un tout autre scénario, celui du retour à la réalité. Pour un pays potentiellement riche et pourtant en état de faillite, il suffit pour s'en rendre compte de parcourir le territoire congolais, de prendre le train. Pour rejoindre Pointe-Noire de Brazzaville, il n'y a guère que le train. De l'autoroute qui devait relier la capitale à la côte, il ne reste qu'un tracé garé dans la brousse. Quant à la piste, c'est un escalier de latérite qui se transforme en bourbier durant la saison des pluies. Ce train-là s'appelle le Soleil, et comme tous les trains du monde, le Soleil n'attend pas. À 6 heures précises, il démarre au sifflet, mais sa ponctualité s'arrête là. Il arrive à Pointe-Noire quand il peut, c'est-à-dire 11, 12 ou 13 heures plus tard. 40 km/h de moyenne sur 512 km d'une voie unique, ne souriez pas. Sans le train, Brazzaville aurait gardé des airs de sous-préfecture coloniale, et Pointe-Noire serait restée cette ville à l'état larvaire, décrite par André Gide dans ses carnets du Congo. Stanley, le grand explorateur, ne s'y était pas trompé. Sans voie ferrée, le Congo ne vaudrait pas un penny. Car si sur 1200 km, le fleuve Congo est navigable, il se déchaîne en une succession de rapides en aval de Brazzaville. D'où l'idée de relier par voie terrestre, en chemin de fer, le fleuve à l'Atlantique. Il aurait pu s'appeler le Transcongolais, le Brazzaville-Pointe-Noire. On l'a appelé le Congo-Océan. Comme si ce pays, qui tourne le dos à la mer, avait voulu se faire pardonner d'avoir planté au cœur de ses terres sa capitale. Brazzaville, une métropole de 700 000 habitants, le tiers de la population du Congo. On dit que le pays tout entier voudrait tenir dans sa capitale. C'est sans doute un peu vrai. Un état d'esprit hérité d'un siècle et demi de colonisation et de 30 années de clientélisme marxiste, lorsque tout jeune citoyen ne rêvait que d'une chose, devenir fonctionnaire. Aujourd'hui, ils sont plus de 80 000. La moitié ne sert à rien. Un actif sur 4, une sorte de record mondial. Wenze, à l'ouest de Brazzaville, le quartier des fonctionnaires. Ici, un salaire peut faire vivre 10, 15, voire 20 personnes. Mais depuis 5 mois, l'État ne paye plus ses agents. Les caisses sont vides, le Congo est en faillite, écrasé par une dette de 20 milliards de francs. Les hommes ont déserté Wenze. Ils ne font leur apparition que tard le soir, lorsque la nuit est tombée. Ce sont les femmes qui font marcher l'économie congolaise. Elles se sont inventées de nouveaux métiers, couturières, coiffeuses à domicile, vendeuses de beignets. Ces femmes se sont regroupées en tontines, ces mutuelles africaines de l'économie parallèle. Chaque semaine, elles déposent une certaine somme d'argent dans un pot commun où elles pourront puiser ensuite, en cas de coup dur. J'ai une famille de 7 gosses. Moi et mon mari, ça nous fait 9. Donc c'est vraiment difficile.
Et les enfants laissés par son frère, ils sont 10. Moi j'ai 7, son frère a 10 gosses, ça nous fait 17 dans la parcelle. Donc c'est dur, c'est vraiment dur pour nous. Et vous arrivez à vivre avec combien par mois en gros? Combien par mois, ça dépend. Parfois on arrive à 60, 45 000. Nous menons une vie misérable, ça ne va plus. Maman, les enfants se débrouillent comme ça, bon, ça ne marche pas. Au moins d'abord la nécessité, les salaires. Le reste, c'est nécessaire, mais d'abord en ce net moment, d'abord les salaires. Vous savez, les brochettes, s'il n'y a pas d'argent, ça ne peut pas marcher, les beignets. Ça traîne parfois et fait les beignets, ça rentre encore. Mais on ne peut pas manger rien que les beignets. Mais vous regrettez un peu l'ancien régime, le monopartisme et tout ça? Oh, oui. Oui. Presque? Presque, oui. Même si vous êtes pour le multipartisme? Mais il y a toujours des regrets à travers le monopartisme. Avant, il y avait des choses qui allaient quand même mieux. Oui. Les salaires? Oui. Ben, nous sommes les débutants, hein, on est en train d'apprendre la démocratie. Mais avec le temps, on va toujours s'adapter au rythme de la démocratie. Donc vous pensez en fait que ce que vous vivez en ce moment, c'est un peu le tribut, le prix à payer pour la démocratie? Ah oui. La rentrée scolaire n'a pas eu lieu. Les parents n'ont pas les moyens d'acheter les cahiers, les professeurs leurs billets de train pour rejoindre leur poste. Une première dans l'histoire du Congo, l'un des pays les plus scolarisés d'Afrique. On y parle le français jusque dans les villages les plus reculés. 9 jeunes sur 10 vont à l'école. Voilà, c'est la bonne. Oui, les potes sont restés intacts. Bien. Ici, nous sommes dans la 3e 1. On trouve près de 100 élèves dans cette classe. Et ils doivent s'arranger à s'asseoir tous sur le petit nombre de tables que vous avez ici. Vous avez par exemple pour une table comme celle-ci, 4 élèves doivent se serrer. Ouais. Se serrer. Et les conditions, vous voyez, vous arrivez, bien, déjà vous avez à côté de vous des élèves qui ne peuvent pas écrire correctement. Donc l'écriture ne tient pas déjà parce que, et quand il y a un devoir à faire, généralement, c'est vous trouvez les mêmes choses, donc les enfants se copient, quoi. Il faut travailler l'après-midi. Et à partir de 12h30 jusqu'à 17h30. Mais ça chauffe ici. Bon, vous avez parfois les enfants qui sont obligés de travailler la poitrine au vent. Parce que c'est impossible. Ils sont tous entassés. Bon, allez demander à ces enfants-là de vous donner le maximum d'eux-mêmes. Les résultats sont ce qu'ils sont, catastrophiques. Je crois que vous avez entendu parler des résultats du BPC de cette année. Bien, Brazzaville avait près de 13 000 candidats, mais il n'y a même pas 8 000 admis pour le centre de Brazzaville. Le CHU de Brazzaville, autrefois l'un des plus modernes de l'Afrique équatoriale. On l'a construit dans les années 80, l'âge d'or du Congo. Lorsque, 4e producteur pétrolier d'Afrique, il caracolait en tête des pays du Sud, avec une croissance de 20%. C'était avant l'effondrement du prix du baril et les glissades successives du dollar. Le docteur Nzingula, le chef du service pédiatrie, ancien interne des hôpitaux de Paris. Il ne perçoit plus son salaire et continue de soigner les enfants en attendant le redressement du pays. Ici, c'est malheureusement la salle des enfants tuberculeux. Et cette petite fille est atteinte de tuberculose, très avancée d'ailleurs. Et la tuberculose constitue malheureusement une des motifs d'hospitalisation de ces enfants. Dans le temps, il y a 10 ou 15 ans de cela, il y avait le dépistage systématique de la tuberculose chez l'adulte ou dans les établissements scolaires, ce qui ne se fait pas à l'heure actuelle, compte tenu des difficultés financières que traverse le pays. C'est le dénuement total, parce qu'à l'heure actuelle, les gens ne peuvent pas payer les médicaments. Et puis souvent, ils attendent à la maison quand ils sont malades, parce qu'ils savent que quand ils vont à l'hôpital, on va leur prescrire des médicaments qu'ils ne pourront pas payer. Donc, ils arrivent toujours au dernier moment. Et surtout, en ce qui concerne les enfants, la plupart des décès que nous enregistrons sont dus au retard apporté par les parents à amener les enfants à l'hôpital.
Au service des maladies infectieuses, 9 lits sur 10 sont occupés par des malades atteints du sida. Comme dans le reste de l'Afrique, le virus fait des ravages. 100 000 personnes seraient infectées, 15 à 20% de la population. L'hôpital ne peut faire face à l'épidémie. Chaque jour, des malades meurent par manque de médicaments. C'est très difficile pour nous. À l'hôpital, il y a un peu de médicaments, mais c'est insuffisant pour tout le monde. Mais après, on nous donne des ordonnances, mais on achète, mais parfois on n'arrive pas à tout acheter. On achète un peu seulement. C'est insuffisant. L'hôpital n'arrive pas à partager à tout le monde, quoi. Donc vous êtes obligé d'acheter les médicaments vous-même? Oui, oui. Et comment vous faites? C'est très difficile, surtout pour moi. Mon père était mort. Ma mère ne travaille pas, mais c'est très difficile vraiment d'acheter les médicaments. Et en fait, votre santé dépend des revenus que vous avez? C'est ça. La preuve, au moment où elle avait un peu de sous, on a vu, dès qu'on a mis les médicaments, que la température a baissé. Et puis, quand il y a eu rupture, évidemment, en rapport avec le manque d'argent, la température est encore remontée. Et en fait, on peut voir au travers de sa courbe de température les moments où elle a eu de l'argent et où elle n'a pas eu d'argent. C'est un reflet. C'est un reflet en fonction de l'approvisionnement en médicaments. De l'autre côté du fleuve, c'est Kinshasa, la capitale de l'autre Congo, le Zaïre. On y gagne 4 fois moins qu'à Brazzaville et les billets zaïrois ne valent plus le prix du papier sur lequel ils sont imprimés. Vu d'en face, le Congo fait figure d'Eldorado avec son pétrole et ses francs CFA. Pour en obtenir, les Zaïrois sont prêts à tout vendre, parfois même leur charme. Chaque jour, le bateau navette déverse son flot de passagers sur le beach, le port de Brazzaville. Ceux-là sont des contrebandiers. Lorsque le bateau accoste, ils débarquent clandestinement le fruit de leur voyage. Des biens de toutes sortes, des cassettes, des téléviseurs, des réfrigérateurs. Pour échapper aux agents, celui-ci se jette à l'eau. Il ne risque plus rien. Les douaniers qui n'ont pas reçu leur solde ne veulent pas se mouiller. À quelques kilomètres de Brazzaville, le Congo-Océan entre dans la brousse. Peu de vergers, pas de champs. Grand comme les 2 tiers de la France, le Congo est incapable de nourrir ses 2 millions d'habitants. À peine 1% du pays est cultivé et l'essentiel de l'alimentation doit être importé. La première gare, c'est Mindouli, quelques arpents de manioc bordés de maisons basses. Il ne passe que 6 trains par jour et chaque arrivée est un événement. Le quai se transforme alors en marché où en quelques minutes, il faut vendre sa marchandise. La prochaine, Sur le chemin qui mène à Mfouati, on croise rarement un véhicule. D'ailleurs, pourquoi aller à Mfouati? La cité est perdue au cœur des Mokombe, la piste n'est plus entretenue, le téléphone ne fonctionne pas. En fait, Mfouati n'aurait jamais dû exister. Les soviétiques ont construit la ville dans les années 50. Il s'agissait d'exploiter un gisement de zinc et de plomb, une entreprise peu rentable, mais qui s'inscrivait dans la coopération avec les pays frères. Le mur de Berlin est tombé, les soviétiques sont partis, laissant derrière eux une ville orpheline. On avait 15 JEP. Sur les 15 JEP, il nous reste 10 JEP. 10 JEP parce que les autres 5 JEP, nous retirons les pieds de rechange de faire en sorte que nous maintenons les 10 autres JEP. Hein. Et là, nous avons des bulles qui sont venues de l'Union soviétique. Et là, c'est la niveleuse. Maintenant, comme tout est par terre,
nous sommes restés presque les mains bloquées. Il n'y a plus rien, on n'a même plus rien, donc on est obligé seulement de faire en sorte que nous faisons des réparations pour faire en sorte que l'homme blanc puisse revenir et prendre cette unité de production et faire en sorte que nous puissions revivre l'ancien temps, c'est-à-dire que chaque fin du mois on avait le salaire et on nous vivait très bien. À midi, les femmes apportent leur repas à leurs maris, lorsqu'elles en ont. Depuis la fermeture de la mine, la ville s'est vidée de ses hommes. Les célibataires ont rejoint leur famille, les autres sont partis gonfler les banlieues de Pointe-Noire et de Brazzaville. Les femmes, elles, sont restées. Chaque matin, elles se rendent au marché. Depuis longtemps, il n'y a plus d'acheteurs à Mfouati, mais elles sont à leur poste, comme pour maintenir un souffle à la cité. Autrefois, on gagnait vraiment très bien. On pouvait avoir jusqu'à 10 000 francs par jour. Mais maintenant que la mine a fermé, on atteint tout juste 2 000 francs. Il faut absolument que quelque chose se passe. Ce matin, j'ai à peine vendu un verre de riz. Assemblée générale! Assemblée! Oh, les travailleurs! Après l'heure... Oh, Michel, mets le quiz, mets le quiz! Mais le doyen, il connaît bien qu'il est 8 heures. Il est 8 heures, le doyen, c'est là dehors seulement. Bon, reste dehors. L'Assemblée générale. Ouais, c'est ici. Moins bon que là, ouais. Dès 8 heures, les hommes sont à la mine. Sur les 500 mineurs que comptait l'entreprise, ils ne sont plus que 28. Chaque matin, ils se réunissent pour décider des tâches de la journée, pour préserver l'outil, pour qu'un jour, tout soit comme avant. Pourquoi est-ce que vous continuez à venir comme ça tous les matins? À venir tous les matins? À venir tous les matins. C'est un peu difficile de répondre. Pourquoi ne pas travailler tous les matins? Mais vous n'êtes plus payé, plus rien ne marche dans la mine. Pourquoi est-ce que vous continuez à venir? Ce sont les circonstances de la vie. Nous savons les structures du pays. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien ne faire, c'est peut-être trop dire. Parce que vous n'êtes pas payé en ce moment. Bien sûr, les 9 mois. On peut qu'encore supporter. C'est une patience. Si on aime son pays, on va le faire parce que il n'y a pas d'argent. Nous ne sommes pas la seule entreprise. Pour certaines entreprises, ils en ont déjà 2 ans. On se sent abandonné. On se sent abandonné. Pourquoi? Parce que les rues sont parties. Il n'y a pas effectivement un plan de sauvetage qui semble s'annoncer, même du côté de l'État. L'État également nous a abandonnés. Parce que nous attendons jusqu'à présent, on ne sait pas trop ce qu'on va devenir d'ici peu. De Lizy, la 3e ville du pays, la plaque tournante du commerce congolais. Ici transitaient l'ébène de Wando, le coton de Centrafrique, le manganèse du Gabon. Mais le Congo-Océan a vieilli. Sur un parc de 30 locomotives, une dizaine à peine sont en état de marche. Et les rares trains qui s'arrêtent à de Lizy ne chargent que du bois. Et abattage 28, 5 abatteurs sur 5, il y a eu, chacun a fait 15 pieds à toi. À 47 ans, Antoine Banina est un genre de dinosaure. Il est un des derniers forestiers des monts d'Ilinga. Avec ses 49 hommes, il exploite une concession forestière de 120 000 hectares. Il y a 20 ans, il abattait les acajou au pied même de son ranch. Mais à force de déforestation, le chantier s'est déplacé de 40 km. Pour s'y rendre, on passe par le village de Wanda. Tout au long de l'année, on n'y rencontre que des femmes. Les hommes sont en forêt et ne reviennent que quelques jours par an, le temps de donner un peu d'argent à la famille et parfois de faire un enfant. Les bûcherons d'Antoine Banina ont repéré un limba de 35 mètres, non loin du chantier. Tandis que les ouvreurs se feraient un chemin à la machette, il explique à ses journaliers qu'il ne pourra plus leur offrir de travail que 4 jours par semaine. Concurrencé par les matières plastiques, le bois se vend mal, tandis que le coût des transports est de plus en plus élevé. J'avais pas mal du monde, j'étais presque près de 200 personnes. J'ai compressé, comme le bois, le marché mauvais, j'étais obligé d'arrêter l'autre équipe. Ton cahier.
Mon cahier est avec le pointeur. Allez, appelle-moi le pointeur qui m'amène le cahier. Ces hommes font partie de l'ethnie Bakouni, une lignée de bûcherons habitués aux rudes conditions de la vie en forêt équatoriale. Il leur faut échapper aux serpents noirs, aux fourmis maniants, au paludisme, à la bilariose, provoquée par des mouches qui pondent sous la peau. C'est dangereux. C'est des fois un bois qui peut quitter en haut, hein? Là où tu peux, là tu tronçonnes, là tu coupes le bois. À l'entrée de couper, ben, tu ne sais pas ce qui peut venir en haut. Parce que vient te tomber sur la tête, tu es mort. Des fois il y a un mouvement qui donne de la scie. Il y a des fois le bras là ça quitte, allez. Ça nous bouffe. Ça bouffe aussi. Il était victime, lui-même, il était victime. Et vous gagnez combien par mois? Enfin, par jour, on gagne 2200. 2200 CFA. Le chasseur de la concession a débusqué un buffle. Ce soir, on fera bombance. Mais lorsqu'il n'a rien abattu, il ne reste que le manioc. Je suis le chasseur de la société. C'est Fab, je tue de la viande et cette viande-là est payée par la société pour nourrir ses travailleurs. Je l'ai tué comme font les chasseurs. La bête est en vue, j'ai rampé pour que je ne sois pas vu par la bête, pour ne pas l'effrayer. Et j'ai tiré, la bête est morte. Au fur et à mesure que Dolisie s'éloigne, la forêt s'épaissit. Les arbres géants, les okoumés et les kambalas se croisent en un rempart naturel. Au sol, un humus malsain peuplé de serpents de Douama. Le terrible massif du Mayombe. Nous atteignons la partie la plus ancienne et la plus meurtrière de la voie. Ce tunnel sous le mont Bampa a coûté la vie à des centaines de travailleurs africains. À cet endroit, le convoi doit ralentir. La voie n'est plus stabilisée. Un déraillement est toujours possible. La pente oblige le chauffeur à sabler les rails en permanence pour ne pas déraper. Conduire dans le Mayombe, c'est difficile quand il s'agit surtout de la saison des grandes pluies. Parce que là, il faut strictement respecter le règlement. Il y a surtout soit les arbres qui tombent sur la voie, bon, il y a les éboulis aussi. Il y a les éboulements, tout ça là, ça nous fait parfois peur, mais malheureusement, heureusement pour nous, bon, nous sommes obligés de nous appliquer dans le travail pour éviter effectivement les catastrophes. Pointe-Noire, la fin du voyage. Une ville artificielle aux avenues rectilignes dessinées par le colon. Ponte Negro, comme on disait alors, parce qu'une huile noire flottait sur la mer et recouvrait les rochers. Le pétrole, le trésor du Congo. 8 millions de tonnes par an exploitées par des compagnies étrangères. Le français Elf, l'italien Agip et l'américain Amoco. Seulement voilà, pour combler les trous dus à la mauvaise gestion du pays, l'ancien régime a hypothéqué la production. La première tâche du président Pascal Lissouba sera sans doute de renégocier une partie des contrats. Les opérateurs occidentaux devront l'entendre. Le Congo d'aujourd'hui ressemble à un cargo pétrolier à la dérive, avec les risques de marée noire que cela comporte. Tout cette saleté, avant on n'avait pas tout ça. Et maintenant, les hommes sont tous attaqués de paludisme à cause de moustiques. Donc maintenant,
On n'a plus les avions qui viennent ici pour nous pomper le moustique. Voilà, regarde tout ça. Personne qui nous ramasse les ordures. Personne. Le nouveau gouvernement, le gouvernement est en place, il s'en fout de ça. Tout ça, c'est à cause de la politique. Le tout nouveau président de la République du Congo, M. Pascal Lissouba, connaît bien tous ces problèmes. Il a déjà été au gouvernement sous un régime marxiste. Il est maintenant à la plus haute fonction pour dire ce qu'il faut faire. D'abord rassurer et montrer à notre peuple qui a beaucoup souffert, qui a attendu avec une patience d'ange l'avènement peut-être de la démocratie. Mais vous savez, la démocratie a un contenu qui n'est pas forcément perceptible a priori. Mais ce qu'ils ont attendu, c'est, ou ce qu'ils ont souhaité, c'est que quelque chose change dans leur façon d'être et dans, disons franchement, dans leur existence. Ils ont en un mot espoir. Alors, ce qu'il faut faire, c'est, par quelques actions simples, montrer que effectivement le message était entendu et que nous allions nous efforcer pour les rassurer et pour leur donner une autre vision du monde et de leur existence même. Alors après des années de marxisme, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y aurait une sorte de révolution culturelle à faire? Oui et non. Vous savez, la perception occidentale de l'Afrique a plusieurs raisons d'être faussée. Je ne peux pas dire que le marxisme est imprégné d'une manière aussi profonde que ça l'esprit ou l'âme africain, en tout cas l'esprit ou l'âme congolais. Il s'agit d'une sorte de mode. Et je peux dire que cette mode est passée. Il y a déjà 20 ans, nous nous interrogions déjà sur la nature même du communisme ou du socialisme, appliqués dans ces concepts tels qu'ils étaient appliqués à l'Afrique. Nous nous interrogions déjà sur la validité de tels concepts appliqués à l'Afrique et qui il n'y avait aucune adéquation avec notre moi profond. Donc aujourd'hui, lorsque vous me parlez de révolution culturelle, je ne nie pas qu'il y a certains plis qui ont été pris et qu'il va falloir essayer d'évacuer. Mais il faut le faire dans une certaine logique. Je ne pense pas qu'il faille le faire brutalement, avec une chasse aux sorcières ou autre. Je crois que c'est un peu le chemin que nous avons choisi, personnellement en tout cas, c'est de le faire en y associant d'autres valeurs. Par exemple, il y a des valeurs que nous avons ignorées ou que nous avons mal perçues compte tenu des exigences du développement du monde moderne. Monsieur le Président, que souhaiteriez-vous dire aux Français? De nous comprendre,